Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séance de la semaine des champions. Comme vous le savez, nous avons cette semaine 6 champions qui sont présentés. Nous en avons déjà présenté un certain nombre et nous avons aujourd'hui la société IDEXI qui va intervenir et nous présenter son activité et ses succès, qui sont nombreux. Donc, moi, je suis Christian Gautreau, je travaille au pôle systématique, je m'occupe de la relation entreprise et relation de membres, bien sûr, puisqu'on est une association et que nous avons donc des membres actifs et même certains très actifs. Et c'est une fierté pour nous de les accompagner dans la dimension de l'innovation au plus près des investisseurs, des réseaux qui sont les porteurs et les financeurs des projets de R&D. Cette semaine de champions, donc, elle a commencé lundi avec Multiverse Computing. On a eu également mardi Blue Mind et Enchanted Tools. Colibri TD, c'était hier, Idexi aujourd'hui, et on terminera en beauté avec Vessora demain. Une semaine des champions vraiment intense que vous allez suivre, que vous avez suivi cette semaine et que vous pourrez suivre en replay d'ici quelques semaines. Alors, qu'est-ce qu'un champion systématique? Tout d'abord, je vais faire un rappel pour ceux qui ne connaissent pas les subtilités des pôles de compétitivité pour vous rappeler qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité et qu'est-ce que systématique a comme particularité dans ces pôles. Là, les pôles de compétitivité ont été créés il y a 20 ans. On a fêté les 20 ans l'année dernière. L'idée des pouvoirs publics, c'était de dire les grandes innovations industrielles françaises étaient portées par des acteurs qui se connaissaient et avec le temps, avec les innovations du digital en particulier, il y avait moins de connaissances de l'État sur les spécificités de R&D des entreprises. Et donc, pas la possibilité de savoir si c'était judicieux de financer tel R&D ou tel autre. Donc, l'idée, c'était de créer des pôles. Aujourd'hui, il y a 52 pôles qui sont réunis en association également. Et ces pôles, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, on regroupe les gens d'une activité, ça peut être sur le ferroviaire, ça peut être sur la dimension nucléaire, sur tous les métiers. On regroupe les gens, on discute entre nous et l'État a donné au pôle un mandat d'une délégation de service public pour dire, voilà, moi, pôle de compétitivité sur le nucléaire ou sur la cosmétique, j'ai aggloméré mon écosystème, je vois des projets de R&D et je suis en mesure de dire, avec mon écosystème, ce projet de R&D, il est pertinent et donc j'émets une lettre de labellisation et cette lettre, elle va permettre au dossier de l'entreprise qui va aller à BPI, à la région, à sa région, ou même quelquefois à l'Europe, de dire, regardez, j'ai une lettre de labellisation de mon écosystème qui me dit que mon projet, technologiquement, il est pertinent. Et ça, c'est important pour les financeurs publics de se dire, voilà, je vais financer des gens sur lesquels l'écosystème me dit que le projet de R&D est pertinent. Et donc, c'est la particularité des pôles par rapport à tout un certain nombre d'activités de mise en relation ou de clusters. Donc, les pôles de compétitivité et systématique. Et nous, systématique, on est un pôle un peu particulier, puisque nous, on n'est pas un pôle de métier, nous, on est un pôle technologique. Et donc, on agglomère un certain nombre d'écosystèmes technologiques, dont celui de la cybersécurité et de la sécurité. Et dans chaque partie, dans chaque sous-partie du pôle, qu'on appelle un hub, eh bien, on a un salarié du pôle qui, lui, en quelque sorte, va animer cet écosystème, va faire en sorte qu'avec son comité de pilotage, eh bien, il va pouvoir, en quelque sorte, donner ses labellisations et étudier les projets qui lui sont présentés. Donc, aujourd'hui, c'est la société IDEXI que nous félicitons et que nous recevons. La société IDEXI, elle fait partie du hub cyber et sécurité. Et c'est mon cher camarade Alexandre Hervin qui pilote cette activité. Alors, comment est-ce qu'on devient champion? Eh bien, c'est très simple. Le principe, c'est que le comité de pilotage de chaque hub technologique, le coordinateur, qui lui est vraiment l'acteur opérationnel de la politique du pôle sur ces métiers technologiques, eh bien, tous les ans,
autour de avril, mai, juin, je les sollicite et je leur dis: «Et qui est-ce que tu verrais cette année comme champion?» Et donc c'est lui et son copine qui me remontent les sociétés, leur intérêt, pourquoi ils les sentent pertinentes et vraiment qui me donnent je veux dire, du grain à moudre pour aller porter la candidature de l'entreprise qu'ils ont identifiée. Une fois que c'est identifié, on a un comité, on a un jury hein, qui se réunit. Donc ce jury, il est composé, je crois que c'est le slide suivant, il est composé d'un certain nombre d'acteurs du développement économique et de la finance. Donc vous voyez, il est piloté par Sovereignty. Sovereignty, c'est un fonds d'investissement pour l'industrialisation des régions qui travaille beaucoup sur l'électronique. Et la présidente de ce fonds, Fadwa, est aussi la vice-présidente du pôle. Donc c'est elle qui pilote le jury. Bien sûr, on voit des acteurs importants, hein, Région Île-de-France, Anne Failly, qui est toujours là, du service développement économique, qui est toujours présente sur nos jurys. On a des grands acteurs financiers, Euronext. Pourquoi Euronext? Parce qu'Euronext, il s'occupe de l'entrée en bourse et il y a un certain nombre d'entreprises, de PME pertinentes, qui peuvent prétendre à rentrer au second marché avec tout un programme d'accompagnement qui s'appelle IPO Ready. Et Euronext est là pour les identifier et leur proposer d'embarquer cet accélérateur pour une approche de développement financier, j'allais dire un peu traditionnaliste, dans le sens où on rentre en bourse et donc du coup on pilote plus simplement, on garde une équipe homogène et à contrario, ou du moins en opposition, on peut avoir des développements qui se font avec des investisseurs et donc des investisseurs qui sont présents aussi, hein, qui peuvent être des funds angels, donc c'est des, euh, pour des investissements d'un certain niveau, et puis des Orange Venture, des Safran, quand on voit Safran, là c'est Safran Venture, et des établissements bancaires. HSBC plutôt sur l'international, qui va aider nos membres à aller chasser des marchés à l'international. HSBC, c'est la banque de l'international. Elle est présente et elle l'a démontré pour nos membres. Chaque fois qu'un de nos membres avait l'ambition d'aller sur un marché indien ou sud-américain, les équipes HSBC sur place ont aidé notre membre à s'implanter et à faire les bons choix. Et puis, notre partenaire, je vais dire presque historique, sur l'activité bancaire, sur le cash management, sur toutes ces dimensions autour de la banque, eh bien, c'est Banque Populaire Val-de-France qui est toujours à nos côtés. Les deux intervenants que vous voyez en dessous, c'est d'abord Uavia. Alors, ça, c'est la tradition. Tous les ans, on a un de nos champions qu'on sollicite ou qui même quelquefois demande à faire partie du jury de l'année suivante. Donc l'année dernière, Uavia a été titré champion 2024 et donc il a participé au jury cette année. Et puis, on a aussi une société qui est spécialisée sur l'approche justement des gestion et d'optimisation à travers toute l'Europe des projets d'innovation, qui nous a rejoint, qui est notre glorieux sponsor, c'est P&O Innovation. Et P&O Innovation, elle est représentée par Michael qui va vous expliquer un peu le fondement de ce qu'ils font. Et franchement, c'est un vrai accélérateur pour aller chercher les bons projets, pour aller chercher les bonnes organisations, les bons consortiums à travers l'Europe pour aller chercher des budgets qui existent hein, de financement de l'innovation. Et Michael est là pour vous expliquer un peu tout le fondement de son activité, de son métier. Michael, c'est à toi. Merci Christian. Donc PNO et Innovation est un groupe européen de conseil en stratégie, conseil opérationnel autour du financement public des activités de recherche et développement et d'innovation des entreprises, mais aussi parfois des universités, des centres de recherche. Nous sommes 650 personnes dans tous les pays d'Europe de l'Ouest que vous voyez sur cette carte, avec une existence depuis une quarantaine d'années et un portefeuille client aujourd'hui dépassant les 4000 clients. Donc nous intervenons de manière centrale sur la définition, la structuration, le montage de projets, mais aussi de dossiers pour postuler à des appels à projets ou à des dispositifs de financement public au niveau régional, national, européen, mais pas que.
Je veux bien la slide suivante. Nous intervenons sur ce processus de manière assez extensive en amont, parce que aujourd'hui ces dispositifs sont assez compétitifs, sont assez sélectifs, ou ils doivent être justifiés de manière assez forte, par exemple pour tout ce qui est crédit d'impôt recherche. Et donc, pour faire cela, nous nous basons bien évidemment sur notre expertise métier, sur les différents dispositifs ou appels à projets nous allons, l'expertise scientifique. La plupart des consultants chez les consultants scientifiques, ingénieurs, voire pour une bonne partie docteurs en sciences, et une expertise sectorielle aussi, mais aussi un ensemble de bases de données et d'outils digitaux, bases de données sur les projets financés. Nous montons 250 projets européens par an, par exemple, base de données sur les brevets, base de données sur les publications scientifiques. Globalement, tout ça pour vraiment positionner au mieux ces projets, renforcer ces consortia aussi. Nous avons une base de données d'acteurs scientifiques et technologiques qui sont intéressés à cette notion de collaboration et cette notion de partage. Donc, nous pouvons comme ça renforcer ces consortia et arriver avec les équipes les plus fortes pour répondre à ces appels à projets. Mais nous intervenons aussi en aval, où nous pouvons assurer la gestion de projet, la coordination administrative et financière de ces projets. Nous pouvons réaliser des études, état de l'art, analyser la concurrence, études de marché, business plan, même des financiers dans l'équipe, stakeholder analysis, dissemination plan, exploitation plan, parce que nous sommes parfois sur de très très gros projets. Par exemple, sur les projets Innovation Fund, on est sur des budgets qui peuvent dépasser le milliard d'euros, et sur des financements publics qui peuvent être de l'ordre de 100, 150, 200 millions d'euros ou plus, donc avec des projets avec une quinzaine, vingtaine de partenaires sur 5-6 ans. Donc voilà, globalement, nous intervenons vraiment sur l'ensemble de la chaîne pour, bien sûr, que ces projets soient sélectionnés financiers, mais aboutissent, et si possible, aboutissent à des succès économiques pour les entreprises qui en sont membres et pour l'économie européenne. Et donc, dans le cadre du partenariat systématique, nous offrons aux champions un International Grand Scan, c'est-à-dire que nous analysons de manière fine, structurée, personnalisée, puisqu'il y a tout un travail au départ, un petit peu d'échange avec l'entreprise, eh bien, les meilleurs dispositifs, appels à projets, au niveau régional, national, européen, ainsi que dans les quelques pays étrangers qui pourraient les intéresser dans le cadre de leur développement et où nous sommes présents, comme vous avez pu le voir sur la carte. Merci beaucoup. Merci, Michael. Voilà, donc action importante de P&O Innovation sur la dynamique d'organisation, de compréhension, de montage des consortiums et de suivi dans le temps des KPI que demandent les financeurs. L'Union européenne a beaucoup de financement pour l'innovation, surtout sur des technologies autour du quantique. On a des champions sur le quantique, autour de l'IA et de la cybersécurité. Donc, c'est important que nos entreprises, nos membres puissent se positionner et aller prendre, pas des parts de marché, mais des parts de financement sur lesquelles il faut avoir une expertise, il faut l'avoir pratiqué. Et pour le coup, il faut s'adresser à des gens qui savent faire. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'avoir P&O Innovation comme sponsor de notre programme champion. On enchaîne tout de suite. Petit rappel à tous nos auditeurs. Donc, vous avez un chat, vous pouvez poser vos questions, y compris, j'en ai vu une arrivée, sur l'organisation des lettres de labellisation. Je vous répondrai toutes les questions en fin de séance, et comme ça, on fera une séance de questions dans la foulée. Voilà, donc vous posez vos questions et on les traite vraiment à la fin pour que l'équipe IDEXI puisse dérouler sa présentation dans les meilleures conditions. Alors, IDEXI, ça va être à vous, mais avant cela, chose très importante, je vais vous dire, chers auditeurs, et je vais le rappeler à l'équipe IDEXI, pourquoi le jury vous a particulièrement apprécié. Donc, le jury, qu'est-ce qu'il a salué dans la proposition d'Alexandre Hervin et de son copil de mettre en avant IDEXI? D'abord, il a salué la maturité de la solution. Ça, c'est important parce que IDEXI, c'est une société, vous le verrez, qui a bâti une technologie et qui l'a éprouvée et qui l'a mise en œuvre avec succès et sur un certain nombre de clients importants. Et puis, surtout, c'est ça qu'on aime dans le pôle, c'est que l'innovation, elle est intéressante, les techniciens, les ingénieurs, les pièces se régalent, mais elle doit surtout avoir une mise en œuvre concrète. Et pour le coup, l'impact, il est très concret sur la protection de ce qu'on appelle les actifs informationnels, c'est-à-dire les identités,
les flux. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est le cœur de la sécurité, c'est le capital aussi d'une entreprise, quelle qu'elle soit, parce qu'elle utilise de la messagerie, parce qu'elle utilise toute une série d'outils numériques. Et c'est là où Idexi est super pertinent. Ils ont vraiment mis le focus là-dessus. Donc, Idexi s'est imposé comme un acteur de référence sur la data protection et sur les environnements collaboratifs. Et là, ça fait un petit peu écho à BlueMind aussi, qu'on a eu comme champion, qu'on a présenté ces jours-ci. C'est vraiment de la technologie au service des usages. Et ça, c'est important. Donc, Idexi travaille sur les droits d'accès et le partage des données au cœur des environnements collaboratifs. Et vous le savez, on est tous à utiliser de plus en plus d'environnements collaboratifs avec des téléphones, avec de l'IA qui aujourd'hui a des agents qui sont aussi un peu partout. Et donc, il faut aussi identifier, gérer et les droits d'accès, bien également pour les agents IA, ça doit être important. Ce qui fait la force aussi de l'offre Idexi, c'est que c'est une plateforme SaaS qui est très très bien sécurisée, qui est unique, qui travaille en temps réel et qui est capable d'apporter de la visibilité, de l'alerte, des remédiations aux équipes métiers. Ça, c'est fort parce que souvent, les équipes métiers, la cybersécurité, bof, il y a un DSI, il y a un RSSI, c'est lui qui prend les patates chaudes, mais pourtant, la gestion des droits, des usages, c'est que les métiers qui peuvent le traiter. Et donc, c'est important qu'eux, ils aient un outil, j'allais dire, user-friendly pour les métiers. Et c'est exactement ce qui est proposé. Et puis, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'on a un champion qui a une traction commerciale qui est solide et qui est durable. Hein. Sur les chiffres qu'on avait présentés au jury, 900 000 utilisateurs, des références à l'international. Donc, ça positionne sur cette demande et sur le positionnement très judicieux d'Idexi, ça positionne une entreprise française à succès avec un besoin qui est mondial. Donc, ça veut dire la capacité d'adresser et de répondre à des besoins qui sont les mêmes partout dans le monde. Et donc, ça, c'est fort. Et puis, voilà. Écoutez, je pense que déjà, vous avez compris que le jury ne s'était pas trompé, le pôle non plus, en proposant Idexi. Et maintenant, je vais laisser la place à Daniel, qui va nous présenter plus en détail Idexi. Daniel, c'est à toi. Merci infiniment pour cette remarquable introduction. Je ne sais pas si on en mérite tant. En tout cas, merci à tous les participants de ce webinaire. Merci à P&O, au jury, et merci beaucoup à Systématique. On est très, très heureux d'être champion, très heureux d'être membre de Systématique depuis un moment déjà. On pense que c'est très, très important que l'écosystème de la technologie et des numériques français soit animé, coordonné. Et on vit ça avec Systématique depuis quasiment notre naissance. On a été 2 fois Pass French Tech, on a bénéficié, je me souviens très bien, vous savez, dans les startups, il y a des moments pivots. Alors il y a un moment pivot central, c'est celui de la naissance, où on a des besoins très, très précis. C'est comment on améliore l'impact marketing et commercial et comment on recrute des bons éléments. Et sur ces 2 sujets-là, Systématique nous avait apporté de l'aide en nous connectant à des partenaires et en nous permettant d'avoir accès à des prestataires de grande qualité. Voilà. Donc, c'était un accélérateur, mais pour le coup, très concret. C'était la partie, tu parlais, Christian, d'aspect concret. Pour nous, c'était tout à fait central. Donc, et d'ailleurs, j'ai moi-même, après, été impliqué. J'ai piloté le programme Graines de Champion à l'époque pour le rebooster et donc, voilà, faire bénéficier de l'expérience qu'on avait eue dans notre collaboration avec Systématique. Je suis très heureux aussi de partager également un instant sur ce sujet aussi essentiel, la cybersécurité. Vous savez, c'est sans doute l'un de nos enjeux de société majeurs. Et puis, je vais partager quelques éléments de contexte. Vous allez voir, on a la chance d'avoir des chiffres du Césin. Le Césin, c'est le premier club français de patrons de la sécurité numérique d'entreprises françaises. Il y a plus de 1200 membres, donc c'est un laboratoire fantastique d'analyse, de partage et d'information. Donc, je vais partager quelques éléments de contexte. Je vous donnerai évidemment quelques mots d'Idexi. Alors,
on a une culture de l'humilité. Je parlerai plus de nos réalisations que de notre succès. Mais, et ensuite, je vous présenterai une des solutions importantes pour nous. C'est une forme d'innovation parce que si on cherche à avoir des solutions applicables qui apportent un bénéfice, en tout cas qui proposent des gains en sécurité, on a vraiment concentré une offre une solution qui vise ça. Mais pour comprendre, un premier élément de contexte, pour comprendre l'enjeu de la révolution digitale qu'on est en train de vivre, je me suis souvenu, c'était déjà il y a au tout début d'Exis, en 2014, on lançait commercialement la solution. J'étais invité par Bénédicte Assart sur RTL à son émission L'invité de l'économie 2.0, et au même moment, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'affaire Prism. Prism, c'est à l'époque la NSA avait réalisé une solution qui permettait d'écouter les communications, etc. Donc, c'était un scandale. Et à l'époque déjà, c'était Barack Obama qui était président des États-Unis, mais un président américain, donc il avait un poste d'observation, on peut dire, assez sérieux, avait dit la chose suivante: l'absence de limites technologiques à ce que nous pouvons faire doit nous inviter à réfléchir à ce que nous devons faire. Autrement dit, il n'y avait déjà plus à l'époque de limites technologiques, et c'est l'homme qui doit s'imposer ces contraintes. Donc, si on applique ça aujourd'hui avec la puissance de l'IA, on comprend un contexte où, où la technologie apporte énormément de progrès, mais notamment sur notre partie, la cybersécurité, il y a une puissance de dingue où il faut être très vigilant sur les risques. Bon, évidemment, heureusement, on a des solutions. Alors, je ne sais pas si je peux passer un slide. Hop. Donc, je vous ai parlé un peu du programme. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a alors quelques chiffres clés qui nous semblent intéressants à partager. Un premier qui reste toujours très élevé. Donc, sur les 1200 membres du CESA, ce sont tous des gens qui sont au cœur du moteur. Hein, ce sont les patrons de la cybersécurité d'entreprise. Il y a cette enquête qui a été faite en 2025, donc, et qui a été publiée en début d'année 2026. 40% des entreprises françaises, du club, disent avoir subi une cyberattaque significative. Alors 40%, c'est déjà élevé, c'est plus de la moitié, hein. C'est près de la moitié, pardon, mais c'est le mot significatif qui est important, c'est-à-dire une cyberattaque qui a eu des conséquences, soit financières, soit sur la confidentialité des données, soit sur la conformité réglementaire, soit sur la réputation de l'entreprise. Donc, bon, je crois que ça illustre assez clairement que le contexte continue de se durcir et d'évoluer défavorablement sur l'impact et le nombre d'entreprises touchées. Il y a 3-4 chiffres intéressants. Évidemment, nous qui nous intéressent parce que c'est un des sujets, Christian l'a rappelé, qui nous concerne en priorité, ou sur lesquels nous, on travaille beaucoup. La première conséquence des cyberattaques, c'est le vol de données. Donc, pour plus de la moitié des cas. Donc, on est vraiment sur le sujet où, moi, je dis la matière précieuse du numérique, ce sont les données. Et donc, c'est confirmé ici parce que c'est sans doute une des motivations, en tout cas une des conséquences premières des cyberattaques. La deuxième information, je pose la question parce que je ne sais pas si le slide est un peu touffu, mais sur l'ensemble des cyberattaques significatives que vous avez subies au cours des 12 derniers mois, indiquez les vecteurs qui ont permis à ces cyberattaques de démarrer ou de se déployer. Autrement dit, quelle était la fragilité ou le moyen qui a permis à une cyberattaque de se déployer et donc d'avoir un impact, hein. Dans le top 5, on a fuite de données due à une erreur humaine ou de configuration. Donc, c'est malheureusement donc une raison importante, hein, qui déclenche la possibilité de cyberattaque. C'est à la fois effrayant et à la fois encourageant. Alors, effrayant, pourquoi? Parce que je pense qu'on est supposé être assez conscient du risque pour se dire qu'il faut être quand même mettre en place des mécanismes pour limiter au maximum les erreurs humaines et les erreurs de paramétrage, de configuration du système. Donc, pour ça, c'est effrayant de se dire on en est encore là. Ça peut encore peser aussi lourd.
Et c'est encourageant parce que c'est sans doute un des aspects sur lesquels il est, alors facile, rien n'est jamais facile, mais en tout cas, qu'il est accessible, enfin, dont la correction est la plus accessible. Donc, monter son niveau d'attention sur le comportement et le risque humain, ce qui est aussi un des sujets sur lesquels on travaille, c'est sans doute quelque chose qui est plus accessible que le reste. Troisième chiffre, quels incidents? Alors il y a cette question, vous savez, comme maintenant les systèmes sont très connectés, Christian, tu parlais du collaboratif, hein. Les collaboratifs, c'est pas simplement dans l'entreprise, c'est aussi à l'extérieur de l'entreprise. Donc les impacts sur les tiers, qui commencent à monter en puissance. Donc dans les raisons, quels incidents liés à vos tiers vous ont impacté? Apparaissent maintenant la mauvaise manipulation de données d'un tiers entre ses différents clients, d'accord? Donc échange ou exposition de données, par exemple, donc qui n'aurait pas dû être, ou partagé ou rendu visible, et le comportement malveillant d'un employé ou d'un, tiers, donc un partenaire sur des systèmes ou des données associées. Comme les données les espaces sont partagés ou connectés, on rencontre ce genre de situation. Donc évidemment, à chaque fois que je dis ça, ça appelle un point de vigilance de chacun d'entre nous, hein, et de votre côté. Et le dernier, enfin l'avant-dernier slide sur les chiffres intéressants à partager, moi je trouve qu'il est particulièrement éclairant parce que avant d'en prendre connaissance, je n'avais pas conscience forcément de ce niveau de risque. Mais les entreprises déclarent à plus de 40% considérer la menace liée au cyberespionnage comme une menace principale, enfin sérieuse, quoi. Ça veut dire que c'est réel, ça veut dire qu'on pense qu'on est à l'abri, mais finalement les moyens technologiques qui sont disponibles pour pouvoir espionner son compétiteur ou ses compétiteurs, rendent plus facile le passage à l'acte, et donc ça représente maintenant une menace assez sérieuse. Et ben voilà, hop, pardon, c'est tout. En résumé, alors à ça s'ajoute, et d'ailleurs je crois que la réglementation l'a bien compris, parce qu'au-delà de la conformité maintenant, il y a des directives et des réglementations qui se mettent en place, comme, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je vous invite alors si vous êtes un établissement financier ou d'assurance, il faut aller vite consulter la réglementation DORA, et NIS 2, c'est quasiment pour toutes les entreprises. Ce sont des directives européennes qui impose désormais, ou qui continue d'imposer aux entreprises, de mettre en place des dispositifs de protection. Et parmi elles, il y a évidemment des dispositifs de protection des données et aussi de résilience, la résilience devenant un élément très structurant dans les politiques de cybersécurité, c'est-à-dire on sait qu'on va être attaqué, on sait qu'on va être impacté, comment on survit à cet événement. C'est-à-dire comment en fait on se prépare à une attaque et on peut remonter notre système d'information parce qu'on a mis en place une politique de sauvegarde et de résilience. Voilà pour les quelques chiffres clés du marché. J'espère que ça vous a donné quelques éléments de compréhension du niveau de risque, ou en tout cas de l'ambiance de risque qu'il y a aujourd'hui. Sur IDEXI, ça fait donc un peu plus de 12 ans enfin une douzaine d'années qu'on a démarré. On a 150 clients. On a, alors, ça a augmenté, 1 200 000 utilisateurs dans le monde, à peu près 250 000 en dehors de France. On a choisi un peu tactiquement à l'époque un chemin exigeant. C'était celui de se dire on va d'abord essayer de travailler avec les grands comptes, et donc d'aligner les exigences technologiques pour pouvoir servir les attentes et les systèmes d'information de très grandes entreprises. Ça nous a permis de nous caler sur un standard évidemment très, très exigeant. On s'est dit, si on fait ça, on aura moins de mal ensuite à élargir et à travailler avec des entreprises de plus petite taille. On a alors, pour le coup, c'est vrai, pas mal de succès sur cette action-là. Aujourd'hui, on travaille avec à peu près 40% des entreprises de plus de 50 000 collaborateurs en France. Et la plupart des entreprises avec lesquelles on travaille sont. Alors, ça ne veut pas dire qu'on couvre pas, on couvre des entreprises de plus de 500 à 200 000 collaborateurs. Le plus grand compte, c'est la SNCF avec 170 000 utilisateurs. Mais on s'est adressé, en fait, on a
on a calé notre technologie et ce qu'il fallait faire pour pouvoir servir des environnements extrêmement de grand volume, pour pouvoir ensuite trouver des solutions pour les entreprises, les PME et les ETI. On a choisi cet axe stratégique. On est aussi l'un des 40 éditeurs sur, je sais plus, 2800 je crois, à avoir un partenariat assez étroit avec, Microsoft, mais sur notre thématique, hein, voilà donc c'est important, de le souligner. Voilà et alors si on regarde la trajectoire, en fait on est né avec une première idée, c'était celle de couvrir, ce qui nous semble être, un vide, d'apporter une solution pour mieux protéger, les boîtes mail et on s'était dit à l'époque: «C'est important», enfin dans l'entreprise, il y a, des dirigeants, des gens qui, échangent et qui partagent des données sensibles. Comment on sait que personne n'accède à ces boîtes mail, de façon illégitime, malveillante, que ça soit d'ailleurs, par des administrateurs qui, ont des droits techniques élevés et qui peuvent faire des choses, soit parce qu'ils se sont fait hacker leur compte, soit eux-mêmes, soit parce qu'on a fait une erreur et qu'on a ouvert sa boîte email. Et donc on a créé, un peu comme si je simplifie, un système d'alarme donc qui avait une vertu première, c'est que c'était totalement transparent pour les utilisateurs, parce qu'en fait, pas besoin, pas de chiffrement, pas de contraintes imposées à l'utilisateur, mais qui supervisait dans le sens noble du terme les accès, les droits, les partages sur les messageries, sur les boîtes mail, et qui dès qu'il y avait euh, un accès qui potentiellement était nouveau, un changement qui pouvait poser un risque sur l'intégrité de la boîte mail, eh bien, il y avait une notification qui était envoyée euh, au service de sécurité numérique. Et une des approches innovantes que nous avions, c'est qu'à l'époque déjà, on s'était dit qu'il fallait envoyer au propriétaire de la boîte mail lui-même une notification. Et donc, est née cette philosophie de dire, si on arrive à engager les collaborateurs dans la sécurité de leurs données ou de leurs assets numériques, alors on musclait très fortement la capacité de défense de l'entreprise. Donc là, on a équipé plusieurs, on s'est intéressé au COMEX de plusieurs grandes entreprises, et donc on a eu du succès assez rapidement. Et on a évolué en élargissant évidemment le scope sur l'ensemble des grands réservoirs de données qui dépassent évidemment la messagerie, puisque aujourd'hui ils sont très très utilisés, comme Teams, SharePoint, OneDrive, voilà, tous les grands réservoirs qui en plus aujourd'hui, tu le disais aussi Christian, sont des espaces collaboratifs donc qui augmente de façon importante la capacité de collaboration, la productivité des entreprises, mais qui expose les données puisqu'elles sont partagées à des risques d'accès ou de perte d'intégrité. Donc on est aujourd'hui l'acteur français qui couvre ces enjeux de protection des données. On est les seuls en France. Et on a en face de nous, c'est pour ça que c'est important que l'écosystème français soit soudé, des très grands acteurs américains, voilà, qu'on rencontre d'un point de vue business, sur les clients qu'on cherche ensemble. La prochaine phase pour nous, je mets de côté évidemment les questions autour de l'IA, qui sont un sujet tout à fait central chez nous, mais je ne vais pas le développer ici, c'est de continuer, de redynamiser notre expansion internationale. Et donc, on a déjà démarré un programme d'action pour. On a un bureau en Angleterre, mais pour muscler encore notre expansion internationale. Voilà. Très vite, les deux grands leviers de risque aujourd'hui, c'est ce changement de paradigme dans l'IT qui est encore récent. C'est le transfert de capacités fait entre les équipes informatiques et les collaborateurs dans l'entreprise. Aujourd'hui, chacun, dans la plupart des boîtes, et c'est une chance d'un point de vue
productivité peut créer un espace de données, y mettre des données, le partager en interne, à l'extérieur. Et ça échappe évidemment au contrôle sain des équipes de sécurité, et donc ça peut exposer les risques. Et évidemment, ce sont des environnements comme l'environnement Microsoft 365, que vous utilisez sans doute en partie, extrêmement dynamique, où il y a une création exponentielle de données. L'IA par-dessus ça, qui a des capacités d'analyse des données de l'entreprise pour pouvoir restituer des informations, ou évidemment pose un risque encore plus, enfin, peut poser un risque encore plus grand, car si les droits ne sont pas bien alignés, c'est-à-dire que si des dossiers sont, des données sont surexposées, eh bien, si vous posez une question à Copilot, par exemple, et vous lui dites, donne-moi je sais pas, un peu une question facile, mais quels sont les 10 plus grands salaires? Si le dossier, le fichier qui contient ces informations est accessible, où les droits ne sont pas bien correctement définis, eh ben, l'information remonte. Voilà. Donc, ça, c'est le contexte pratique dans l'entreprise. Nous, on s'est intéressé à deux grands enjeux autour des données, mais dont un principalement, c'est celui autour des accès, des droits, des partages et des configurations. Donc, comment on est capable d'identifier les risques et de les éliminer. Et on a par extension travaillé sur une solution qui est aussi actuelle d'optimisation, enfin des questions de volumétrie, parce qu'en fait aujourd'hui on crée énormément de données, mais on les supprime assez peu. Et donc ça commence à poser des questions économiques de taille de data center, et des questions aussi environnementales, c'est-à-dire qu'on a des data centers qui sont extrêmement costauds, qui consomment beaucoup d'énergie et qui consomment inutilement beaucoup d'énergie. Donc il y a un double intérêt à traiter cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a travaillé pour gagner en efficacité sur deux choses. De la visibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans vos systèmes d'information, savoir qui accède à quoi, qui a des droits sur qui, quel dossier est partagé à l'extérieur, est-ce qu'ils sont partagés depuis très longtemps, est-ce qu'il n'y a pas d'accès obsolète. Ça, c'est un des premiers volets. Donc, on a travaillé sur une capacité à donner de la visibilité très simplifiée aux équipes, là pour le coup, IT et sécurité. Et le deuxième volet sur la partie cybersécurité, c'est une capacité à identifier les risques. Est-ce qu'il y a des accès malveillants? Est-ce qu'il y a des accès illégitimes, des droits illégitimes? Est-ce qu'il y a des configurations malveillantes? Et ça, d'être capable de l'analyser très vite et de pouvoir en faire un état, et surtout de pouvoir éliminer. Donc, notre job, c'est un peu aller dans l'esprit du système d'alarme originel, identifier les risques et capacité à les analyser et à les supprimer. Pour ça, je vais aller très vite. On a 5 grandes capacités, 5 grandes fonctions. Évidemment, une fonction de supervision, hein, c'est la supervision du système d'alarme, hein, donc c'est du monitoring permanent qui va avec un élément intéressant, c'est que dès le départ, dans notre ADN, on s'est dit on ne fait pas de solution qui accède au contenu des données. Nous, on regarde que les logs, hein, les métadatas. Donc, il n'y a pas de risque de compromission des données par notre solution, puisqu'on n'a pas les droits, enfin, on n'a pas la capacité de le faire dans la façon dont la solution est conçue. Donc, une partie supervision. Deuxième capacité, une capacité d'analyse, c'est-à-dire de remonter ces risques, nous on appelle des points d'attention, et de les classer, de les organiser, de les restituer de manière extrêmement lisible pour que le diagnostic puisse mener à des actions de remédiation rapides. Justement, la remédiation, c'est quoi? C'est la correction, la capacité de corriger ce qui a été trouvé comme risque, qui soit critique ou potentiellement critique. Et là, une des forces de la solution, c'est le fait que à la fois les administrateurs IT et sécurité peuvent intervenir, et on va le voir, les collaborateurs eux-mêmes, puisqu'on a créé cette innovation My Data Security, qui est une interface qui est destinée aux utilisateurs, aux propriétaires de données dans l'entreprise.
Et le dernier point, qui est un point important, souvent c'est un petit reproche qu'on fait à la cybersécurité, c'était essayer d'être capable de mesurer les gains, le ROI d'une solution cybersécurité. Nous, on a travaillé pour qu'à chaque fois, il soit possible de mesurer le gain qui a été réalisé, c'est-à-dire quels sont les risques qui ont été éliminés, par qui, comment, etc. Et donc, ça permet de voir comment les choses progressent favorablement. Je vais passer vite là-dessus, c'est plutôt la partie droite qu'il faut regarder, mais dans Teams, SharePoint, la messagerie, il y a toute une série de risques et on va travailler, nous, sur les données surexposées parce qu'elles sont partagées à toute l'entreprise, parce qu'elles sont partagées de façon avec, sans nommer le partage, donc de façon anonyme, parce qu'il y a des partages externes de données sensibles, parce qu'il y a des données sensibles dans des Teams publics. Voilà, donc toute une série de risques. Nous, notre job, c'est de scanner l'ensemble de ces cas d'usage, de les restituer et d'éviter ce que l'on voit sur la partie droite, donc des fuites de données, de la compromission d'un compte, de l'usurpation d'identité, d'avoir des droits d'accès légitimes, évidemment. Il y a des questions pour certaines entreprises problèmes de conformité qui doivent vraiment être très, très rigoureuses sur la conformité des droits d'accès. Voilà. Et surtout, de contribuer dans un monde où il y a une espèce d'impatience numérique, où les collaborateurs veulent tout de suite, très vite, de pouvoir qu'il n'y ait pas ce désengagement sur l'awareness, la prise de conscience cybersécurité. Voilà. Je vous passe un petit, alors c'est pas moi qui vais le faire, je crois, mais une petite vidéo parce que j'évoquais cette interface My Data Security destinée aux utilisateurs. On a une petite vidéo qui explique très, très clairement ce que ça fait. Bienvenue dans My Data Security, votre assistant personnel de sécurité. Vous allez voir, c'est très simple et très intéressant. Vous voulez évidemment être sûr que tout va bien sur vos données, votre compte email, votre agenda, votre OneDrive, vos Teams ou vos SharePoint. Vous voulez savoir que personne n'y accède ou peut y accéder sans que vous ne soyez au courant, et d'accord. Et surtout que votre compte n'a pas été piraté et votre identité usurpée. Vous allez pouvoir tout savoir et tout suivre d'un seul coup d'œil. My Data Security, c'est votre tableau de bord personnel qui améliore et qui simplifie tout pour bien gérer la sécurité de vos données. Et pour vous faciliter les choses, My Data Security vous met en évidence les points d'attention les plus importants. Par exemple, vous pourrez voir immédiatement s'il y a des droits d'accès élevés sur vos données. Vérifier qui peut accéder à vos données confidentielles. Vous assurer que les accès à vos Teams ou vos documents OneDrive depuis l'extérieur de l'entreprise sont bien tous légitimes. Et en quelques clics, vous visualisez et corrigez une erreur de manipulation, une autorisation ou un partage donné involontairement. Vous stoppez immédiatement un accès malveillant et vous pouvez prévenir directement les équipes sécurité. Grâce à My Data Security, vous avez enfin de la visibilité sur ce qui se passe sur vos données et vous les maîtrisez. Vous allez pouvoir appliquer les bonnes pratiques pour mieux gérer vos données et participer à un enjeu de cybersécurité collectif et majeur pour l'entreprise. Voilà. Donc, c'est cette fameuse interface utilisateur qui permet en fait de faire de la sécurité collaborative. C'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément de risques, mais si chacun prend sa part, évidemment, d'abord, on augmente le niveau de vigilance, la fiabilité aussi de l'analyse, puisque chaque collaborateur, c'est compliqué pour une équipe sécurité de savoir si le partage que vous avez fait, il est légitime ou pas. Vous savez que Pierre Durand, vous ne lui avez jamais demandé d'accéder à votre dossier, mais pour autant, il y est. Donc, mais l'équipe sécurité ne peut pas le savoir, il n'y a que vous qui le savez. Donc, ça permet vraiment de renforcer considérablement l'acuité cybersécurité et le niveau de défense. Alors, on voulait vous parler en particulier d'une solution qu'on a mis au point, qui un peu reprend l'essentiel des capacités d'IDEXI, des innovations d'IDEXI, et qui les a rassemblées pour les mettre au profit
d'entreprise pour aller plus rapidement et plus efficacement sur l'élimination des risques importants qu'il peut y avoir sur leurs données. Et on a appelé ça détox. Voilà, qui illustre bien le sens de la proposition. Et détox, qu'est-ce que c'est? C'est dans un temps assez court et en seulement 2 étapes, pouvoir comprendre si il y a des risques critiques ou potentiellement critiques sur les accès, les droits, les partages ou des compromissions d'accès sur ces données. Voilà, en 2 étapes. Alors comment ça marche? Première étape, c'est un check-up. On branche notre solution comme elle est experte, elle le fait de manière transparente et automatique. Et là, en fonction de la taille de votre environnement, c'est-à-dire du nombre de collaborateurs, eh bien, ça prend entre quelques jours et jusqu'à 3 semaines pour évidemment les boîtes où il y a plus de 100 000 collaborateurs. Et donc ce diagnostic, il va révéler, il va identifier l'ensemble des risques, heu, le profil des risques, est-ce que si ça concerne Teams, SharePoint, la messagerie, OneDrive, est-ce que ce sont des partages, des configurations, voilà. Est-ce que ça concerne des données sensibles quand vous avez, vous, mis en place la classification? Et donc ça permet d'y voir extrêmement clair. De corriger immédiatement les risques les plus critiques. Il arrive qu'on tombe sur des risques, enfin pardon, des actions malveillantes, hein, des accès totalement illégitimes, des compromissions de compte, et donc ça de les corriger, d'en prendre connaissance et de les corriger. Et voilà. Et ensuite, un des éléments très importants, c'est d'envoyer à chaque propriétaire de données, chaque collaborateur qui a des points d'attention, donc sur lesquels pour qui on a trouvé sur leurs données des risques possibles, leur My Data Security pour qu'ils puissent vérifier et qu'ils puissent corriger directement en quelques clics à travers l'interface user-friendly qui est à leur disposition. Et tout ça se fait sous le contrôle des équipes IT et sécurité, bien sûr, et donc ils voient les corrections qui sont réalisées quasiment en temps réel. Et dernière phase, c'est qu'une fois que le nettoyage, la suppression des risques a été réalisé, c'est de pouvoir visualiser quels sont les risques qui ont été éliminés, par qui, en quelle quantité, etc. Et l'idée, c'est d'avoir ce dispositif assez, enfin, assez compact, assez, avec des analyses plug and play, très léger, puisque pour l'entreprise, il y a pas d'effort important à faire, puisque les choses sont faites quasiment automatiquement. Et de le faire régulièrement tous les 6 mois, de faire une forme de détox tous les 6 mois pour éviter les conséquences lourdes d'un environnement sur lequel il pourrait y avoir des accès, encore une fois, illégitimes ou des partages illégitimes ou des données surexposées, et éviter les conséquences lourdes de cyber de ça. My Data Security, bon, vous l'avez vu, c'est une interface, donc un des points sur lesquels nous, on travaille beaucoup, c'est comment on améliore encore cette interface, et un des aspects très favorables, c'est que la capacité de mettre en avant vraiment ce qu'il faut voir en priorité. C'est-à-dire quand on demande aux collaborateurs de faire des choses, il faut que ça soit simple et il faut que ça soit super efficace, et donc on fait un zoom essentiellement sur ce qu'on appelle les points d'attention, c'est-à-dire qui accède à mes données de manière trop ouverte, qui a des droits, etc. Et donc, ça se fait en 3 phases, mais c'est quelques minutes, c'est je vois, je contrôle et je corrige, voilà. Bon, ça je l'ai dit, nous notre claim, c'est de savoir comment on met le plus d'accompagnement possible, comment on automatise le maximum de tâches et comment on travaille sur des dispositifs les plus légers. On a conscience que dans les entreprises, le risque cyber, il est extrêmement multiple sur les infrastructures, sur le réseau, pas seulement sur les données. Donc, il faut que la contribution des éditeurs et des professionnels soit comment on rend accessible le plus facilement possible les solutions qu'on propose. Alors évidemment, Detox, c'est un des formats, c'est donc où ce diagnostic et cette analyse, cette élimination de risque se fait tous les 6 mois. On a la solution plus avancée qui s'appelle IDEXI Essentiel, où là, ben, on peut faire ce diagnostic autant de fois qu'on veut dans l'année en ciblant un département, un pays, voilà, pour pouvoir avoir plus de souplesse et augmenter pour les entreprises qui
sont plus mûrs sur ce sujet pour aller encore un peu plus loin. J'ai tout dit. Comme il reste pas beaucoup de temps, je vais passer les bénéfices. Je crois qu'ils ont été peut-être compris en creux et je vous propose qu'on passe aux questions. Très bien. Eh bien, bien sûr, ouais, bien, merci en tout cas pour cette présentation. Là, on voit bien l'intérêt et surtout, comme l'avait fait remarquer à juste titre le jury, c'est que il y avait un adage souvent qu'on disait dans l'informatique et dans la cyber, c'était que le problème, il était souvent entre le clavier et la chaise. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez pris le parti de dire que c'est entre le clavier et la chaise qu'on va donner des informations, qu'on va en quelque sorte éduquer, et entre le clavier et la chaise de l'utilisateur final, mais aussi des équipes cyber, parce que les équipes cyber, elles ne sont pas toujours aussi j'allais dire, stable. Hein. Il y a des prestataires, ça bouge, il y a des intervenants. Et c'est intéressant aussi, justement, que les informations que vous avez détectées, elles puissent remonter à l'utilisateur final, mais aussi aux équipes de cybersécurité. Et ça, c'est particulièrement bien vu. Alors, pour les questions, on va accélérer tout de suite sur les questions. Il y avait une première question qui me concernait, alors voilà, la question était la suivante. Bonjour, à titre de comparaison, pouvons-nous comparer la labellisation à une sorte de TRL pour les startup tech? Alors, pas vraiment. Pourquoi? Parce que la labellisation, elle s'appuie sur un guichet, ce qu'on appelle un guichet, c'est-à-dire une proposition de financement que fait un établissement bancaire, hein, par exemple la BPI ou la région, et il peut le faire sur des TRL qui sont assez bas, il peut le faire sur des TRL qui sont assez élevés. Et donc, nous, en fait, la labellisation, elle est cadrée sur ce niveau attendu dans l'opportunité de financement. Donc, ça peut être sur plusieurs types de TRL. Voilà. C'était juste pour répondre à notre auditeur qui s'intéressait. Mais on peut en discuter sans problème. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, on a toute une équipe très spécialisée et en soutien, nous avons Pieno qui pourra donner tout ça, quoi. Alors, la première question. Hop, j'y arrive. Hop, voilà. Première question. Voilà. Juste un petit instant. Alors voilà, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est ce qu'a dit le jury, c'est ce que vous nous avez bien démontré, mais en termes d'utilisateur, l'utilisateur, lui, comment il perçoit cette solution? Est-ce qu'il ne la perçoit pas comme un peu flicage ou alors ou encore un truc qu'on me demande? C'est ça qu'on aimerait savoir. Ouais. Bon, alors, peut-être pour revenir sur ce que tu disais à l'instant sur… alors, nous, d'abord, notre conviction au départ, mais alors, c'était de se dire, finalement, le problème, il n'est pas entre… il ne devient plus entre la chaise et le clavier, c'est la solution qui est entre la chaise et le clavier, puisque oui. c'est si on arrive à mettre en place une solution qui permette la contribution, de bénéficier de la contribution de chaque collaborateur, alors on est dans une autre vision de la cybersécurité et encore une fois, on augmente fortement les capacités de l'entreprise. Bon, la solution, alors d'abord, il faut savoir qu'on avait fait plusieurs études avec l'IFOP sur les salariés français et la cybersécurité au travail. Et on avait également travaillé sur ces enjeux autour de leurs données, parce que dans un contexte comme ça, effectivement, où ils ont conscience que il y a des données partagées, ils en partagent eux-mêmes, etc. Et plus de 80% des collaborateurs, des personnes interrogées avaient dit, d'abord, plus de la moitié disaient craindre un risque sur leurs données. Donc c'est important. Hein. Quand je dis c'est important, 50%, c'est parce que c'est comme si quand vous prenez, vous utilisez quelque chose tous les jours et vous avez peur qu'il se passe quelque chose sur ce que vous utilisez tous les jours. Donc c'est un problème. Donc c'est important, 50%. Et donc plus de 80% disaient je suis en déficit de visibilité et j'aimerais bien avoir un tableau des informations pour pouvoir mieux gérer, mieux contrôler l'accès à mes données, mes données professionnelles. Ça, c'est le premier volet, c'est pour donner des éléments de contexte. Le deuxième, c'est que les collaborateurs, les gens dans la vie, ils ont parfaitement l'habitude aujourd'hui de recevoir des notifications et d'être informés. Vous savez, quand vous avez Gmail, votre banquier, votre opérateur téléphonique, si vous vous connectez d'un nouveau smartphone, si vous avez fait un nouvel accès,
vous avez l'habitude de recevoir une notification qui vous dit est-ce que c'est bien vous, si c'est vous, faites rien, si c'est pas vous. Voilà. Donc, on s'est inscrit, on a apporté, alors un peu en couleur, cette fonctionnalité dans le monde de l'entreprise. Donc, il y a déjà une préparation donc, en fait, comme le My Data Security est orienté bénéfice des collaborateurs, puisqu'en fait, on leur donne les moyens de vérifier ce qui se passe sur leurs données, c'est comme ça que ça leur est présenté. La solution est très bien perçue, très bien utilisée. On a des scores de satisfaction très élevés sur la simplicité. Bien. Il y a juste un point qui est important, c'est qu'elle demande à ce qu'il y ait une bonne communication faite pour qu'ils aient accès. Un des problèmes dans les entreprises, c'est qu'il y a une communication interne qui est très, très forte. Et donc, parfois, on ne lit plus trop les emails. Voilà. Donc, comment on met en place des dispositifs de communication et d'information interne pour que… alors ça, on sait très bien le faire aujourd'hui, mais ça a été un des sujets qu'on a découvert au début. C'est-à-dire, ce n'était pas tant en termes d'adoption de la solution, c'était une question plutôt sur la communication. Donc, Ouais, très bien. Et un petit peu dans cet esprit du genre, la question suivante, c'est finalement, quels résultats concrets les clients… Ah, attendez, ça a bougé, du coup, je n'ai pas pu lire. Quels résultats concrets, donc les clients, ils ont obtenu après déploiement? En fait, qu'est-ce qui leur a dit? Ben voilà, le ROI, il est pertinent et donc ça valait bien le coup qu'on installe. Ouais, bon, ça, c'est un des points forts de la Ouais. solution parce que, en fait, comme on fait ce diagnostic et on va remonter plusieurs choses, mais je vais en citer deux. Un, je vais prendre un exemple. Il peut y avoir une entreprise, par exemple, de 1000 collaborateurs. Sur ces 1000 collaborateurs, à peu près 40 à 50%, donc 400 à 500, vont avoir, on va identifier des risques ou des points d'attention, des choses à minima à vérifier sur les accès, les droits et les partages sur leurs données. Donc déjà, ça, on voit concrètement la photographie des problèmes. Et ensuite, après l'action réalisée, on va donner, on va illustrer le nombre de, sur ces 400, 500, peut-être 380, 310 ont visité leur My Data Security et ont fait des actions de remédiation. Et on est capable de dire il y a eu 1800 corrections et des partages anonymes qui ont été supprimés, des Teams publics qui ont été mis privés, des accès qui ont été éliminés, et on va donner la cartographie exacte, le résultat exact, pardon, pas la cartographie, de ce qui a été réalisé. Donc Ouais, là, c'est la concret, mesure du bénéfice, en tout cas du résultat, elle est… bon, c'est un des points sur lesquels nous, on a beaucoup travaillé, parce qu'on pense que c'est essentiel. Ouais, ça, c'est vraiment important. Alors, question suivante. Quels sont les prérequis techniques pour le déploiement? Alors, sur Microsoft 365, on a besoin d'avoir une connexion sur l'API du tenante du client, et ça se limite à ça. Donc, il faut nous donner les droits à notre application de se connecter sur le tenante via l'API, et ensuite, c'est fait. Donc, les prérequis sont… On ne peut plus light, mais c'est un peu la vertu du SaaS. Donc, Bah oui. Et du coup, ça peut se déployer, c'est la question suivante, du coup, ça peut se déployer de manière opérationnelle assez rapidement? Alors, sur la partie analyse, c'est-à-dire une fois qu'on est connecté, qu'on a accès à l'API, le monitoring, il est instantané. Alors après, encore une fois, ça dépend de la taille de l'environnement. S'il y a 100 collaborateurs, c'est… Dans les heures qui suivent, on a l'analyse, voilà, donc ça prend très peu de temps. S'il y en a 100 000, ça prend une quinzaine de jours pour que l'ensemble de l'analyse soit faite et la collecte des informations, des métadatas soit faite. Mais le programme, si on pense à Detox, c'est vraiment, en tout cas, la partie analyse, visibilité, c'est c'est très rapide, c'est 1 à quelques jours. Et ensuite, le programme de nettoyage, etc., on peut le paquer en 3 semaines. Quoi. 3 semaines. Non, c'est très, très rapide. Ouais. Et alors, une question intéressante. Est-ce que du coup, ça permet des économies sur les coûts de stockage des datas?
Alors, oui, bien sûr, puisque, pour les entreprises qui ont vous savez qu'aujourd'hui, il y a des quotas, hein, donc, il y a une limite de capacité de stockage, Oui. enfin voilà, sinon au-delà desquelles, il faut acheter, des terrasses supplémentaires. Je crois qu'une terrasse supplémentaire, je ne vais pas te dire de bêtises, mais il doit être à peu près à 2 000 € par an. Donc ça va très, très vite pour les grandes Mmh. entreprises, hein, qui dépassent leur quota. Oui. Donc c'est précisément la cible, hein. Il y a une cible environnementale, mais il y a une cible, Mmh. d'optimisation des coûts et du stockage. Je crois qu'on a en général, nous, quand on fait nos diagnostics et qu'on fait ces actions de suppression des données inutiles, on trouve entre 30, et 40 de données inutiles. Donc, Ah, c'est alors énorme. ce qu'on fait, c'est dans le diagnostic, dans ces cas-là, on va révéler les dossiers, les fichiers en plus de X versions, ceux qui n'ont pas été accédés depuis telle date, etc. Donc, Mmh. voilà, plusieurs critères de sélection. Donc là aussi, on mâche le travail pour pouvoir remonter ce qui est potentiellement Mmh. inutile, mais Ça, on c'est va bien, ouais. éliminer à peu près 30%. Donc, c'est beaucoup. Mmh. C'est énorme, c'est énorme. Alors, question suivante. Euh, alors, la question suivante, c'est le plus difficile n'est-il pas de responsabiliser les propriétaires des données? Ah, Eh oui, alors, eh oui. la responsabilisation, encore une fois, nous, ce qu'on observe, c'est davantage une question de communication que de responsabilisation. Parce qu'en fait, Mmh. hem, la communication qui leur est faite, mais il faut elle leur arrive, Eh oui, il faut qu'ils soient au c'est courant. il y a d'abord tout un travail de message préparatoire, mais c'est, on a identifié, des risques sur, vos données, dans votre OneDrive, dans vos Teams et cetera. Mmh. Et 2-3, donc c'est très précis, parce qu'on communique ça, hein, donc en général, quand vous recevez un message qui vous dit, vous avez, 2 problèmes, de cybersécurité, enfin, à vérifier sur, votre OneDrive et sur Messagerie, ça vous jette dans le bain assez automatiquement, donc ça vous Eh oui, responsabilise ça rapidement. responsabilise tout de suite. Donc donc nous, on a pris ce parti d'être extrêmement concret, et Mmh. donc, et encore une fois, c'est au bénéfice et de l'entreprise, bien sûr, Mmh. mais, des collaborateurs eux-mêmes. Mais c'est vrai que la question, évidemment, est très bonne parce que, plus largement, la responsabilisation des collaborateurs, à la cybersécurité, c'est très important. Ce que Mmh. on apporte, enfin, en tout cas, notre vision, c'est que à partir du moment où ça dépasse la formation et que c'est concret et que c'est très impliquant pour chacun, à ce moment-là, on obtient des très bons scores de responsabilisation. Puisqu'en fait, on parle des risques qui concernent, de manière individuelle chaque collaborateur. Ouais, ouais. Ah oui, effectivement, oui. Alors, une question sur l'ergonomie d'utilisation et la prise en main rapide. Bon, là, tu l'as quand même déjà bien Ouais, expliqué. honnêtement, bon, d'abord parce qu'on a investi beaucoup sur ce sujet-là, Oui, sur l'ergonomie, oui. mais il n'y a pas de formation. Voilà, je ne peux pas faire de Mmh. meilleure réponse. Il n'y a pas de formation. C'est très intuitif et Mmh. c'est pas là qu'est le sujet, quoi. Donc ça marche bien, ça marche très Mmh. Alors moi, j'ai une petite question, pour avoir travaillé pas mal dans l'identité et l'accès. Souvent, les problématiques de droit, c'est au niveau de l'onboarding. bien. Ouais. Et c'est-à-dire que les gens, ils disent: «Ben voilà, je vais recevoir un nouveau collaborateur. Finalement, allô à la DSI, donnez-lui les mêmes droits que celui qui remplace». Sauf que des fois, on ne se rappelle pas que celui qu'on remplace, avant, il a fait une mission à la direction générale. Donc du coup, il se retrouve avec des droits, qui sont étendus. Et on le voit bien, hein, dans l'économie, le turnover et l'onboarding, surtout dans certaines activités, il est énorme. Et donc, du coup, ça laisse des, des- de- 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 des failles possibles. Et je pense que ça peut avoir un intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ah non, mais c'est, un des piliers, de la solution, enfin en tout cas de notre approche, c'est de pouvoir, Oui, apporter une réponse à ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que, hem, la gestion des droits des collaborateurs dans l'entreprise, c'est pas statique, c'est extrêmement dynamique. oui, Et donc, et la difficulté qu'on rencontre, c'est que, enfin que les entreprises rencontrent, c'est comment,
pouvoir suivre ses droits sans faire appel aux propriétaires des données. C'est très compliqué, puisque ce que tu viens de le dire, chaque propriétaire de données, s'il a de la visibilité sur ce qui se passe sur ces données, c'est parfaitement avec qui elles doivent être partagées. Alors, il y a des risques critiques qui sont identifiables très clairement, des accès depuis des pays où personne n'est jamais allé, des données très confidentielles, donc classifiées confidentielles, qui sont dans des espaces totalement ouverts et qui sont accédés par des gens qui ne devraient pas y accéder. Donc ça, quand on les voit, on les stoppe immédiatement. Et puis, il y a toute une série d'ajustements des droits que tu évoques. Si le propriétaire des données concernées n'a pas la visibilité, c'est plus compliqué pour les équipes informatiques et RH de faire le rapprochement. Absolument. Très bien. Eh bien, on arrive au terme des questions. Il me reste à vous remercier, chers intervenants, à remercier nos auditeurs, à féliciter une nouvelle fois Alexis pour son titre, champion. Et puis, vous rappeler que demain, nous aurons un autre champion qui nous présentera son innovation, Vessora, et sa place stratégique. C'est pour ça qu'il a été aussi sur le grand marché du semi-conducteur, où quelques acteurs français ont positionné des technologies de manière très judicieuse, et vous découvrirez tout ça demain sur notre webinaire, notre dernier webinaire de la Semaine des Champions. Daniel, Mona et puis Michael, nous vous remercions. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà, donc, les échanges se feront avec les intervenants et les auditeurs. Et puis, on espère qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon appétit et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Très bonne journée.